Bonsoir, nous sommes le mardi 7 juin, vous regardez le 7-8 le journal, merci de nous retrouver. Comme chaque jour, nous allons revenir sur les principales informations qui font l'actualité aujourd'hui avec nos invités, mais également avec les journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres que nous allons développer dans cette émission. Aujourd'hui, le pôle de compétitivité en recherche et développement mobilité automobile Moveo organise le Moveo Day à l'école d'ingénieurs l'Estaca de Montigny-le-Bretonneux. Tour d'horizon des innovations de ce secteur bientôt disponibles pour le grand public. Et comme chaque année, des milliers de jeunes lycéens se préparent à passer le baccalauréat. Plus qu'une semaine avant les premières épreuves, nous avons suivi deux d'entre eux, deux jeunes dans leur révision. Et J-3 avant le début de l'Euro 2016, Versailles est le camp de base de l'équipe d'Irlande. Pour l'occasion, toute la ville se mobilise, même dans les écoles. Au collège Carnot, par exemple, l'Irlande est plus que jamais au programme. Et pour ouvrir ce journal, un mot de politique. La primaire à droite aura lieu en novembre 2016 et les candidats multiplient les actions et réunions pour se distinguer, car je le rappelle, ils sont 12 candidats à déclarer. Hier, c'était le programme de François Fillon qui était expliqué dans la salle Paul Gauguin de Montigny-le-Bretonneux. L'objet de la rencontre portait sur le volet santé, une thématique peu abordée jusqu'à là dans cette primaire. Bernard Debré, ancien ministre, actuel député de Paris, mais aussi chirurgien, est le porte-parole du candidat pour la santé dans les Yvelines. La santé en France, une problématique à laquelle il faut s'intéresser avant que la situation ne se dégrade trop, selon lui. Écoutez-le. Il y a des vrais problèmes. Et puis il y a des problèmes aussi d'accessibilité pour les Français et les Françaises. Vous comprenez, c'est très clair. On sait que choisir un médecin, c'est pas si simple. Demander un rendez-vous d'ophtalmologie, ça peut prendre 3 mois ou 6 mois ou 9 mois. Il y a un vrai problème. Et nous sommes en train d'essayer de proposer un certain nombre de solutions. Et nous sommes aussi à l'écoute des uns et des autres, parce qu'on n'a pas la parole révélée. On a beaucoup travaillé depuis longtemps, mais on est là aussi pour écouter les questions, essayer d'y répondre, mais aussi écouter leurs propositions. Innovation à présent, l'Estaca, l'école d'ingénieurs de Montigny-le-Bretonneux, recevait aujourd'hui les Moveo Day, le rendez-vous des acteurs innovants de l'industrie, de l'automobile et du transport, dont le cheval de bataille est de développer la mobilité propre, sûre et intelligente de demain. Retour sur les dernières innovations avec Fanny Bourdillon et Cathy Lemuel. Pas facile de l'apprivoiser, et pourtant ce gyropode pourrait être le véhicule de demain. Nommé Hublex, il a demandé 5 ans de recherche et développement. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour ses fondateurs. Ils sont venus le présenter au Moveo Days, journée de la mobilité du futur à l'Estaca. Et donc, ce véhicule permet en fait des usages quasi équivalents à la marche à pied. Donc, on peut faire du demi-tour sur soi-même et on peut atteindre une vitesse de 10 km/h. Un véhicule électrique pour les professionnels qui souhaitent se déplacer en intérieur. Hublex, c'est aujourd'hui une start-up de 7 personnes. Pour cette équipe, les Moveo Days, c'est surtout l'occasion de mettre en avant leurs innovations. C'est donner plus de visibilité vis-à-vis d'industriels qui pourraient être soit nos futurs collaborateurs, soit nos futurs clients. Parce que des gens comme PSA ou Renault ont des grands sites industriels sur lesquels ils peuvent utiliser Gyropod, mais aussi des compétences avec lesquelles on pourrait travailler dans le futur pour développer de nouveaux véhicules. Autre innovation automobile, le véhicule instrumenté. Véritable laboratoire mobile, ce modèle doté de 300 capteurs permet de recueillir des données comme les comportements du conducteur et son environnement. Il a été conçu par la start-up yvelinoise Adaccess. C'est notre premier véhicule 100% instrumenté. Donc, on a choisi un modèle Zoé, donc un véhicule électrique. Donc, il est instrumenté avec près de 300 capteurs dans le véhicule, intégrés à la fois sous le capot, mais aussi dans toute la partie powertrain du véhicule. Et donc l'objectif, c'est de créer, ou en tout cas de générer des données qualifiées, qu'ensuite on travaille directement dans nos bureaux pour nos clients, pour d'autres projets ensuite, que ce soit des projets de développement et innovation, encore une fois. Pour Adaccess, l'enjeu des Moveo Days, c'est aussi les Imagine Mobility Awards, un titre important qui récompense chaque année la mobilité intelligente et connectée, ou encore les véhicules propres et économes. Et justement, nous venons de l'apprendre, la start-up que vous venez de voir, Adaccess de Poissy, vient de remporter le fameux Mobility Award dans la catégorie propre et économe.
Passons maintenant au sport. Plus que 3 jours à attendre avant le début de l'Euro 2016. Vous le savez, la ville de Versailles s'apprête à accueillir l'équipe d'Irlande, de République d'Irlande. Une classe du collège Carnot a été sélectionnée pour aller rencontrer les joueurs de l'équipe lors de leur séance de préparation. Une rencontre que la professeure a rencontrée en amont avec les élèves en leur faisant découvrir un pays qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart. Un reportage signé William L. Donc nous allons vous présenter maintenant Limerick. Donc, comme vous le voyez sur la photo, il y a un château fort qui a été construit à l'époque de Jean sans Terre. Si Chloé et Manaël expliquent à leurs camarades la géographie de l'Irlande, c'est parce que leur classe a été sélectionnée pour rencontrer l'équipe des Verts lors de leur préparation pour l'Euro 2016. Une rencontre que la classe a pris très au sérieux en étudiant ce pays qu'ils ont découvert pour la plupart d'entre eux. Ça nous a amené à découvrir que l'Irlande était divisée en deux. Donc ils connaissaient principalement l'Irlande du Nord, faisant partie du Royaume-Uni. Ça, c'est une chose qu'on étudie. Mais c'est vrai que l'Irlande, la République d'Irlande, est souvent un peu oubliée, laissée de côté. Donc là, ça nous a permis de faire un zoom sur ce pays et ils ont découvert plein de choses. Et pour comprendre l'Irlande, rien de mieux qu'une véritable Irlandaise pour expliquer les coutumes et l'histoire du pays. La famine, elle a duré longtemps ? C'est comme tous les enfants, et même mes enfants me demandent si nous on avait la télévision quand on était jeunes. Donc ça semble loin, tout semble loin. Donc voilà, ils ont besoin d'expériencer, de voir comment c'est ailleurs. Déjà j'ai découvert les traditions irlandaises et comment l'Irlande du Nord et la République de l'Irlande été séparées. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est un beau pays, les cultures sont belles et je trouve que l'amie de notre maîtresse nous a vraiment très bien présenté le pays et que mes camarades aussi. Un pays qu'ils auront l'honneur d'aller encourager et même interviewer. Et pour ça, rien de mieux que d'apprendre le fameux cri de guerre irlandais. 1, 2, 3. Et il devait arriver aujourd'hui. Les joueurs de la sélection irlandaise étaient attendus cet après-midi à Versailles. Comme vous le voyez sur les images, leur bus était là. Mais ce n'était qu'une répétition. Les hommes de Martin O'Neill, sélectionneur de la République d'Irlande, devraient arriver demain dans la cité royale. Les Boys in Green sont dans le groupe E, avec l'Italie, la Suède et la Belgique. Ceux qui font office de petits poussés dans ce groupe feront leur entrée dans le tournoi le 13 juin à 18 h au Stade de France face à la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Et une journée de golf pour les écoliers yvelinois. Près de 300 élèves de 13 écoles des Yvelines inscrits à la fête du golf ce lundi 6 juin sur le site national de Billancourt. Encadrés par des golfeurs professionnels, les enfants ont aussi participé à des démonstrations. Un événement mis en œuvre par la Fédération française de golf et l'Académie de Versailles à seulement 2 ans de la Ryder Cup qui est organisée sur ce green. Promotion de la discipline, nouvelle méthode pédagogique faisant partie des objectifs de ce rendez-vous. Écoutez. C'est aussi une activité d'éducation physique et sportive, des apprentissages des règles, et puis apprendre à travailler en équipe, apprendre la bienveillance. Le but est d'allier la pratique du golf en tant que sport avec les matières enseignées en CM1, CM2 et de sensibiliser aussi les enfants à un environnement écologique, développement durable par la pratique d'un sport. Et il est temps à présent de passer à notre chronique. Ce soir, c'est William L qui est avec nous en plateau. Alors pour parler de prévention contre le sida, mais aussi de musique. Tout à fait. Alors plutôt d'un festival qui regroupe prévention et musique. Je veux bien entendu parler de Solidays, de l'événement de solidarité sida qui est devenu maintenant incontournable en Ile-de-France. Un festival dont l'objectif est la récolte de fonds pour la lutte contre le sida. Comme l'année dernière, ça se passera à l'hippodrome de Longchamp du 24 au 26 juin. Il y aura plus de 80 concerts avec des têtes d'affiche comme Oxmo Puccino, Kezia Jones, Ibrahim Malouf, Cypress Hill ou encore Louise Attaque. Jeudi dernier, nous étions à la conférence de presse du lancement de l'événement qui cette année prend le nom de Solidays of Love, qui s'inspire du mouvement américain Summer of Love, et c'est Luc Barouet, le directeur, qui nous explique pourquoi. C'est un mouvement né de la jeunesse dans les années 1967, qui est né à San Francisco, et en gros ça a été un mouvement pacifiste. Il y a eu une dizaine de jeunes, des dizaines de jeunes, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui ont demandé la fin de la guerre au Vietnam et qui ont demandé la fin de la discrimination entre noirs et blancs. Et donc voilà, ça a débouché sur un mouvement sociétal qui a dépassé tout le monde, même les médias. Et donc notre idée, c'est d'essayer de faire un parallèle entre le mouvement de jeunesse de San Francisco.
Donc le festival ici dépasse le cadre de la lutte juste contre le sida. Oui, justement, même si cette lutte reste la vocation première et la raison pour laquelle les artistes se mobilisent pendant ces 3 jours, Solidays est un festival qui se veut humaniste et, comme l'a dit son directeur et fondateur, qui traite de plusieurs sujets de société. On le voit avec les artistes invités qui ne sont pas tous des chanteurs. L'année dernière, Yann Arthus Bertrand présentait son film Human en projection au festival. Cette année, c'est le photoreportage qui est à l'honneur avec la présence de 2 expositions. La première, c'est celle de Reza, conçue spécialement pour Solidays, et la seconde, c'est celle de Anne A.R., qui est actuellement en exposition au Palais de Tokyo et qui traite évidemment de thèmes d'actualité. Son exposition s'intitule I Am With Them et a pour but de redonner une identité aux réfugiés dont elle a suivi le parcours de Lesbos à Munich en les photographiant. Nous l'avons rencontrée et elle nous en parle. C'est des gens qui ne peuvent pas faire machine arrière. Et donc, ils racontent le possible d'un ailleurs, mais aussi ils racontent le possible avec nous. Je suis très fière que Bouchra, Nawar, Ali, Farid, Mohamed, Elam, Zahara soient debout dans les Solidays et qu'au moment où on célèbre l'engagement, le vivre ensemble, qu'il y ait toujours un coin de notre cerveau et de notre regard qui fait qu'on les regarde, quoi. Donc Solidays, c'est clairement un festival engagé. Oui, c'est un festival qui s'engage surtout. Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est surtout de récolter des fonds pour la lutte contre le sida. Le festival a donc fait une grande place à la prévention en invitant de nombreuses associations comme HF Prévention, que nous connaissons bien à TV-Fil, et qui sera sur place pendant 3 jours. Pour Luc Barouet, le directeur, cette année est aussi une année très importante car la France va devoir se prononcer sur le montant de sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida. Une contribution qui va être impactée par les recettes du festival qui constitue une aide majeure pour ce fonds. Solidays, un festival qui ne pourrait également pas exister non plus sans l'aide des bénévoles. Ils sont plus de 3000 chaque année à prendre de leur temps pour venir installer et organiser l'événement. Moi, ce que je préfère, en fait, c'est aller faire ma petite visite au village associatif. Parce que... ou aller dire bonjour aux bénévoles, à tous les gens qui ont bossé sur le festival. Ils sont 2000 quand même, à nous permettre de réaliser ce truc-là. Il y a certains de nos bénévoles qui ont posé 3 semaines de vacances sur les 5 qu'ils ont à l'année pour faire le montage, des montages d'exploitation. Ils viennent de la France entière. Voilà, moi j'ai un profond respect pour eux. Et je pense que l'esprit si particulier qui règne à Solidays, ils y sont pour beaucoup parce qu'ils en sont à la fois les principaux moteurs et les principaux ambassadeurs. Les bénévoles qui sont remerciés chaque année comme il se doit par les organisateurs avec une soirée en leur honneur. Mais le festival a également de nombreux partenaires. Et la région Île-de-France est d'ailleurs le premier partenaire car elle participe à hauteur de 800 000 € chaque année. Alors, on savait Jean-Paul Huchon, ancien président de la région, grand rocker et aussi très attaché au festival, la région ayant changé de gouvernance, on a demandé à Valérie Pécresse, la nouvelle présidente de région, sur quelle scène elle allait plutôt se rendre. Ah mais moi j'adore l'électro, et je pense que je suis plus en phase avec la programmation de Solidays peut-être que mon prédécesseur, parce que le rock c'est plutôt à Saint-Cloud et c'est plutôt rock en scène. Voilà, alors on a fait un rapide tour du festival qui sera d'ailleurs encore plus grand cette année avec 5 hectares supplémentaires, 3 nouvelles scènes pour la découverte de nouveaux artistes et beaucoup d'autres espaces en plus. Bref, Solidays, un festival qui n'arrête pas d'évoluer. J'en profite d'ailleurs pour annoncer que TV-Fil sera là-bas le temps d'un week-end pour une émission spéciale avec Jérôme André, directeur de HF Prévention, mais aussi de tous les artistes qu'on pourra croiser. D'ailleurs, les artistes, on les écoute. Je suis engagé en tant qu'artiste parce qu'on a une voix à donner. Et je suis engagé humainement parce qu'il s'agit aussi de préserver la vie, il s'agit de promouvoir l'amour. Et pour moi, le sida est un tue l'amour. Et donc, nous sommes là pour le combattre. C'est une affiche qui appelle Peace and Love, c'est-à-dire le pouvoir de la fleur et puis des sourires. Et finalement, c'est ce qu'on a besoin, je crois que depuis Cro-Magnon jusqu'à Cosmos 1999 dans l'avenir. C'est ça, c'est Peace and Love, donc évidemment que je suis. Merci William. Alors je le rappelle, les Solidays, c'est du 24 au 26 juin à l'hippodrome de Longchamp. Tout à fait. On vous y retrouvera.
Et un autre grand rendez-vous approche, bon celui-là il est moins festif et il est plus redouté que l'Euro et les Solidays, c'est bien sûr le baccalauréat. Les épreuves écrites commencent le 15 juin prochain avec comme chaque année l'épreuve de philosophie pour les filières générales et le français pour les filières professionnelles. Alors l'heure est aujourd'hui aux révisions bien sûr pour les 690 000 candidats qui sont attendus aux épreuves de terminale. Nous en avons rencontré 2 d'entre eux pendant leur révision. Regardez ce reportage. Florian, 17 ans, prépare un bac général scientifique. À 2 semaines de la première épreuve, il est en pleine révision. J'essaie de faire plutôt par semaine. Je mets plusieurs matières dans la semaine et je me tiens à ce planning-là. Je fais des fiches de révision à partir des chapitres. Et donc comme ça, je relis les fiches de révision et ça rentre en tête. Après chaque session de révision, il n'oublie pas de se détendre et va jouer au foot entre copains ou avec son club, l'Étoile sportive de Trappes. La plupart du temps, quand je rentre des cours, je mange. Ensuite, je révise le plus possible avant le foot. Ensuite, je vais m'entraîner et si en rentrant, j'ai encore un peu de motivation ou que le lendemain, j'ai une épreuve importante, je révise encore. Même rythme pour Mamadou, 19 ans. Il présente un bac professionnel, technicien du froid et du conditionnement de l'air. Quand il ne révise pas chez lui, c'est au Capado de Manille-les-Hameaux qu'il s'isole, avant de rejoindre famille et amis pour jouer. Je préfère être tout seul pour être dans le calme, pour me sentir un peu seul, pour mettre en retrait un peu et c'est mieux comme ça aussi d'être dans le calme. Depuis que j'ai reçu les convocations du bac, j'ai commencé à réviser et les profs nous a dit aussi on va commencer à réviser. Et quand j'ai fini mes épreuves d'atelier et de maths et de physique, j'ai commencé directement à réviser. Florian vise la mention assez bien, accessible à partir d'une moyenne de 12 sur 20. S'il devient bachelier, Mamadou espère entrer en BTS. Verdict le 5 juillet prochain, date des résultats. L'an dernier, près de 88% des candidats obtenaient le baccalauréat général. Dans la filière professionnelle, le taux de réussite était de 91,5%. Et les élèves dont nous allons parler à présent n'ont pas encore le bac. En revanche, ils ont leur permis Internet. Alors le permis Internet, c'est un document qui atteste d'une certaine connaissance de l'usage d'Internet, mais aussi des réseaux sociaux. Vendredi dernier, 2 classes de CM2 d'Elancourt recevaient ce fameux permis, mis en place cette année avec 2 agents de la commune. C'est un moyen pour la ville de former et de prévenir les plus jeunes à la bonne utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Un reportage signé Mélanie Poquet. Je sais que je ne vais pas mettre n'importe quelle photo qui va me tomber sous la main, je vais choisir, enfin voilà quoi. Et puis si je veux mettre une photo de mon ami, j'irai le lendemain à l'école lui demander. Comme Amélie, ces CM2 sont les premiers détenteurs du permis Internet de la ville d'Elancourt. 2 classes ont répondu à l'appel de la commune. Il était important, à notre avis, de pouvoir faire une information aux enfants sur les bonnes pratiques d'Internet. Je préfère dire les bonnes pratiques d'Internet plutôt que les dangers d'Internet. Les dangers, c'est anxiogène et du coup, ils vont plus en servir. Avec un guide fourni par le ministère de l'Intérieur, un agent municipal a assuré 4 séances de formation conclues par un questionnaire, une manière de les sensibiliser aux différents aspects d'Internet. Je pense que c'est important de leur en parler souvent parce qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Ils n'ont pas forcément conscience des dégâts qu'ils peuvent faire sur leurs camarades en mettant sur Internet des choses pas très sympathiques. Donc c'est vraiment important qu'ils soient sensibilisés à tous ces thèmes et aussi et surtout au thème du harcèlement sur Internet. Pour l'année scolaire 2016-2017, la commune souhaite former de nouveaux agents municipaux pour sensibiliser des classes supplémentaires. Il est temps à présent de passer à notre entretien. Nous recevons en plateau Laurent Carl, directeur du centre horticole du Tremblay-sur-Maude. Je vais y arriver. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors l'établissement fête cette année ses 70 ans. Et oui, 70 ans, ça se fête effectivement. C'est un bel anniversaire. Alors pour rappel, votre centre propose des formations au collège ou au lycée par apprentissage ou en formation continue de la 4e au BTS dans les métiers du paysage et de l'environnement. Alors justement, il y a un instant, on parlait du baccalauréat. Des élèves de votre lycée s'y préparent, vous les accompagnez? C'est un petit peu une période compliquée pour vous en ce moment? Et oui, période compliquée autant pour les jeunes que pour les familles, bien souvent. Comme on dit, un petit peu de stress, il en faut, mais pas trop. Hein. Donc beaucoup d'accompagnement, un peu de bachotage, des révisions, et puis
surtout beaucoup de pratiques pour les mettre en situation pour qu'ils soient fin prêts pour le jour J. Est-ce qu'il y a des épreuves spécifiques, j'imagine? Effectivement, pour notamment les épreuves professionnelles, il y a des épreuves de terrain pour lesquelles on souhaite que la météo reste bien sûr au beau fixe. Ça vous a impacté la météo, les intempéries des derniers jours? Heureusement non, et bien sûr on est de tout cœur avec tous les établissements qui malheureusement ont été impactés. Alors, donc, vous fêtez cette année vos 70 ans. Il y a eu de nombreuses évolutions concernant les formations. Est-ce que vos formations, les différentes filières, ont évolué également? Alors, nous étions au départ sur les formations de l'horticulture. À partir des années 70, nous sommes passés sur les formations du paysage. Et à partir de l'année 2007, nous avons pris également l'orientation de la filière de l'environnement. Donc, à ce jour, nous formons les jeunes sur les métiers du paysage et de l'environnement. Alors, les métiers de l'environnement, c'est quoi? C'est plus Alors, nous avons par exemple le bac gestion des milieux naturels et de la faune et le bac aménagement du paysage et après le BTS gestion et protection de la nature. Donc effectivement, c'est nature, environnement, faune, flore, protection de l'environnement, de la nature et également bien sûr tout ce qui en découle par rapport aux relations nature, homme, urbanisme et également bien vivre ensemble. Alors comment les métiers donc, du paysage et de l'environnement ont évolué? Est-ce qu'il y a toujours autant de demandes, de recrutement? Nous avons à ce jour, notamment sur le département du 78, beaucoup d'offres d'emploi sur le domaine du paysage et de l'environnement. Et il se trouve que c'est une filière qui mérite d'être connue et qui mérite d'être beaucoup plus valorisée que ce qu'elle peut l'être aujourd'hui. Par rapport, il y a donc des élèves qui sont en apprentissage, en formation continue, donc ils sont en apprenti, ils recherchent donc des chefs d'entreprise pour les prendre. C'est compliqué pour eux, vous les aidez à les accompagner? Nous avons une démarche d'accompagnement, mais ça fait également partie de la formation et on laisse en premier lieu les jeunes faire des recherches par eux-mêmes. Aujourd'hui, ils recherchent un stage ou ils recherchent un maître d'apprentissage et demain, ils rechercheront un emploi. Donc ça fait partie, bien sûr, de la formation également. Et là, pour la rentrée prochaine, vous avez dû certainement avoir les préinscriptions pour ceux qui vont peut-être passer le bac. Ça s'annonce comment? Alors, pour cette année, 3 portes ouvertes que nous avons menées dans de très bonnes conditions. Beaucoup de contacts de familles, notamment via Internet, mais également le bouche à oreille. Ça veut dire que nous sommes bien connus et reconnus sur le territoire. On se projette assez sereinement pour la rentrée prochaine. Alors vous multipliez les opérations, les initiatives pour vous faire connaître. Alors il y a différents concours. Donc voilà, le but c'est qu'on parle du CHEP, c'est ça? C'est un petit peu l'idée et surtout de pouvoir valoriser nos jeunes. Des jeunes, on les accompagne par les formations, nous les accompagnons sur les aspects professionnels, sur les aspects éducatifs, mais également sur les savoir-faire, sur les savoir-être. Et quand on peut être en mesure de pouvoir valoriser les jeunes et participer à l'activité et à la valorisation du territoire, nous n'hésitons pas. Et à ce titre, on peut penser au concours des végétaux, on peut penser aux Olympiades des métiers. Alors justement, les Olympiades des métiers, si on peut revenir dessus, en quoi ça consiste? Alors concrètement, c'est un peu une journée de challenge puisque les jeunes par binôme ont un sujet à réaliser, ils ont du matériel, ils ont leurs connaissances, leurs compétences, leur technicité et ils ont un temps imparti pour réaliser notamment une scène paysagère. Voilà. Et donc l'objectif c'est sur la journée ou sur 2 jours de pouvoir réaliser et mettre dans de bonnes conditions l'ensemble de la technicité des compétences qu'ils ont pu apprendre pendant un certain nombre d'années. Il y a aussi un de vos élèves qui s'est distingué au concours de la Fondation Truffaut pour un projet qui est assez original. Tout à fait, et c'est vrai qu'on remercie notamment des initiatives telles que celle-ci, puisque ça permet pour des groupes de jeunes et ou pour des jeunes de façon individuelle de pouvoir se mettre en avant, travailler et se projeter de fait dans le métier qu'ils feront par la suite. Et là, ça consistait notamment sur la création de plans et donc recoupe un petit peu l'architecture du paysage, activité très intéressante et ô combien valorisante pour nos métiers. Alors donc là, cette année, les 70 ans, mais on regarde déjà vers le futur pour le CHEP. Il y a le projet Campival, mais également un projet d'hébergement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors Campival, déjà, pour préciser, c'est Campus Yvelines Alternance et Environnement. L'idée, si vous voulez, c'est que nous partageons aujourd'hui le site avec 2 autres centres de formation. Et à terme, c'est de pouvoir mutualiser ce site, de restructurer une partie de l'existant et de construire un hébergement neuf pour pouvoir accueillir dans d'excellentes conditions les futurs internes que nous serons amenés à accueillir sur ces prochaines décennies. Donc, du coup, plus d'élèves
élèves seront amenés, vous attendez plus d'élèves dans les prochaines années? Voilà, l'idée, c'est de pouvoir bien sûr valoriser à hauteur de 15 à 20% d'augmentation des effectifs, quelles que soient d'ailleurs les spécificités des publics, hein, puisque nous accueillons des stagiaires de la formation continue, des apprentis, mais également des lycéens. Et l'idée, c'est de pouvoir répondre à l'évolution des besoins du territoire. Et à ce titre, nous ferons bien sûr également évoluer notre offre de formation. Et par rapport aux autres, il y a des professeurs qui vont migrer, du coup, ça va être complètement une organisation différente. Vers quelle année? Ça va être très très prochainement qu'on peut attendre ça? Donc sous 3-4 ans. Voilà, donc ça veut dire que sur l'échéance moyen terme, c'est loin, mais ça va très vite. Donc en termes d'organisation, petit à petit, on prépare effectivement les équipes à cette nouvelle organisation. Merci beaucoup Laurent Carl d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Alors si vous voulez plus de renseignements sur le centre horticole du Tremblay sur Maulde qu'on appelle le CHEP, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Et une dernière information avant de refermer ce journal. Hier, nous vous parlions du concours de la meilleure baguette des Yvelines. La maison de la boulangerie et de la pâtisserie des Yvelines organisait ce concours où 150 concurrents se sont affrontés. Le jury a annoncé les résultats aujourd'hui. Alors, pas de vainqueur parmi les professionnels des Yvelines. Parmi les chefs d'entreprise, c'est Jérôme Clé, patron du pain de Chailly à Mantes-la-Jolie, qui a été distingué. Dans la catégorie des salariés, c'est Wilfried Marcucci de la boulangerie Fumou à Marly-le-Roi qui l'emporte. C'est à présent la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, restez avec nous. Vous avez rendez-vous avec Nouradine Agne pour le 7-8 Société. Il s'intéressera avec ses invités à la mobilisation contre la loi travail et peut-être une possible sortie de crise. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du 7-8 Le Journal. Je vous souhaite une excellente soirée.